quand une présentatrice ou un présentateur me dit « Ouais, je suis zéro nerveux », d'habitude, 9 fois sur 10, ça veut dire que ça va être mauvais. Parce que trop de nonchalance. Ici, votre hôte, Hermenegildo Conte. Il me fait plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de présenter à distance. Là, on est dans l'ère du télétravail. On est appelé à faire des conférences en ligne, des présentations en ligne. C'est un bon sujet intéressant, actuel, et on va en parler avec Denis-François Gravel, conseiller en développement de présentation. Bonjour, Denis-François. Bonjour, Gildo. Merci pour l'invitation. Bien, merci d'être là avec moi. Écoute, on est vraiment dans cette ère-là du télétravail. Donc, il faut parler à des gens qui sont à distance. Dans d'autres épisodes, on a parlé de la capacité de persuader. On parle souvent de rester en contact. Alors, j'imagine que tu vas nous donner des petits trucs là pour être capable de faire ça, même quand on n'est pas en présence physique avec l'auditoire. Exact. Oui, il existe plusieurs façons de faire, il existe plusieurs trucs. Et ça dépend aussi de la technologie qui est utilisée. Il y a des technologies qui sont plus... Comme là, on est les deux, on se voit. On se voit, on est capable de se parler. La plupart des rencontres en petits groupes, on va se voir comme ça. Quand on tombe en grand groupe avec 50, 100, 200 personnes, des fois, on ne les voit pas. Ça, c'est un petit peu plus... ça amène des défis supplémentaires. Mais règle générale, on se voit, ça aide. Oui, le travail, la pandémie a amené ça, mais ça avait déjà commencé avant. Mon coaching en virtuel se faisait déjà avec l'international. Pour les courtes rencontres, on économise beaucoup de déplacements, donc ça va rester. Les présentations virtuelles vont rester. Pas pour tous les contextes. Le face-à-face est encore sa place, puis il va créer une chaleur puis une humanité, au même titre qu'à l'époque, le téléphone n'a pas tué les rencontres en face-à-face non plus. On se rencontrait, on se connaissait, puis on poursuivait la relation facilement au téléphone. Le virtuel nous permet ça aussi. Puis même le fait qu'on se voit, bien, beaucoup plus facile de créer une relation que était le téléphone à l'époque. Par contre, contrairement au téléphone, un des grands défis, c'est que quand on est en virtuel, on est en compétition avec tout ce qui se passe à l'écran en même temps. Les gens sont sollicités. Il y a des notifications qui sonnent de partout. C'est le courriel, c'est les médias sociaux, c'est le clavardage, c'est pop, 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 pop. Donc, à partir du moment où je suis conscient de ça, parce que les gens ont des vies actives, ont des vies occupées, ils sont sollicités, il y a peu de chances qu'ils restent assis et qu'ils écoutent ma présentation sans broncher, sans bouger au complet. Donc, moi, j'ai tout intérêt à m'assurer de continuer à capter leur attention au maximum. Déjà, être conscient de ça, c'est une chose. Puis comment je vais faire? Un autre truc, c'est en virtuel, c'est contre-intuitif, mais il ne faut pas regarder les gens à qui on parle. Il faut regarder la lentille de la caméra. C'est ce que je fais actuellement. C'est ce que je fais aussi, puis c'est pas facile. Non, là, je regarde la webcam. Je te vois pas, c'est pas vrai. Dans ma vision périphérique, j'ai mis ton image juste à côté de la webcam. Donc là, je vois que tu hoches la tête, même si je te regarde pas. Parce que si je te regarde, là, je te regarde dans les yeux. Quand tu as un groupe, par exemple, en présentation, tu as 10-12 personnes devant toi, bon, tu regardes Nathalie, tu regardes Eric, tu regardes Gildo, tu regardes Sacha, tes yeux se promènent. Personne n'a l'impression que tu les regardes. Faut vraiment que non, c'est ça. Puis je fais ça à l'occasion. Je te regarde à l'occasion. Oui, moi aussi. Hein? Ouais. Puis, mais comme dans la vraie vie, si dans la vraie vie, quand on est en face à face, on se regarde dans les yeux quand on se parle. Mais si on se dévisage dans les yeux sans jamais regarder ailleurs pendant les 15 minutes qu'on a une discussion avec quelqu'un, on va créer un malaise parce que les gens disent « Arrête de me fixer ». En virtuel, c'est la même chose. Même si on parle à la caméra, il faut regarder ailleurs de temps en temps. Justement, on balaie l'auditoire virtuel. Tu me rassures. Oui. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que les gens hochent en accord ou sont en désaccord ou sont clairement, on voit qu'ils sont ailleurs puis que les doigts bougent, je les ai perdus? Donc, je suis attentif, je regarde mon groupe quand même si c'est à la caméra que je parle, mais mon regard va se déplacer à l'occasion. Je regarde mes notes, c'est quoi le prochain point, j'en reviens et tout ça. Donc,
mais c'est pas intuitif. À la limite, mettez-vous un sourire sur la caméra ou des flèches pour vous rappeler de regarder la caméra. Et s'il y a personne à l'écran, c'est encore pire, parce que là, on parle juste à la caméra. Dans ce cas-là, tu sais, les gens me disent « Ah, c'est impossible ». Non. Quand on parle au téléphone, on ne voit pas les gens et on est capable. Les animateurs radio ne voient pas les gens et ils sont capables. Faites la même chose. On imagine l'auditoire. Ou à la limite, prenez une photo d'un auditoire, imprimez-la, collez-la en arrière de votre webcam. Vous allez voir du monde. Le cerveau est quand même bien fait. On peut être dans l'imaginaire comme ça. On s'imagine qu'on parle à ces gens-là, puis ça va bien fonctionner. Parce que le cerveau va faire la transition. Un truc qui est étonnant, en virtuel, on présente debout, au même titre qu'en présentiel. Ça peut paraître étonnant aussi. Et pour bien faire aujourd'hui, nous, on est assis. Mais d'ailleurs, ça a été une question qu'on se posait. Est-ce qu'on le fait debout ou pas? Ici, en studio, on peut faire les deux. On peut être debout ou assis. Même chose ici, mon bureau, est ajustable? Maintenant, oui. Au début, les premières présentations virtuelles que je faisais, je mettais une couverte sur mon bureau pour pas le briser. Je mettais un banc. Là, c'était pas assez haut. Je mettais une boîte, c'était pas assez haut. Je mettais des vieux livres de bande dessinée. Je mettais mon ordinateur par-dessus pour avoir la caméra à hauteur des yeux. OK? Et quand on dit à la hauteur des yeux, c'est l'angle, parce que souvent, si j'utilise une tablette qui va être sur le bureau ou mon téléphone, elle est trop basse. Même les ordinateurs portables, c'est trop bas. Fait, ce que les gens voient, c'est nos narines, notre double menton, parce qu'on est penché comme ça. C'est extrêmement mauvais. Donc, même le cadrage, il faut faire attention, caméra à hauteur des yeux. En étant debout, on a une meilleure prestance. Assis, souvent, on a le dos un petit peu plus rond. Debout, déjà, notre prestance est meilleure, notre autorité est meilleure, mais aussi notre cage thoracique étant plus ouverte, la voix résonne mieux que si on est assis écrasé. Puis en étant debout aussi, notre gestuelle est plus facile. Assis, on a tendance à mettre les mains sur le bureau, nos mains vont moins bouger, alors que debout, déjà, on est plus dynamique visuellement quand on est debout. Notre voix est meilleure. Pour toutes ces raisons-là, on est mieux de travailler debout. Même si ça a l'air bizarre. Mais... ça permet peut-être aussi un peu plus de gestuelle. J'ai comme l'impression qu'on habite plus notre espace quand on est debout. Quand on est assis, on est un peu restreint dans notre chaise. Oui, on se déplace un peu debout. Quand on est debout, c'est ça, si on danse nerveusement, comme certains font, c'est tannant. Mais j'ai vu assis, les gens, la nervosité va paraître aussi par le tourniquet de la chaise. Les gens disent, bon, OK, il manifeste sa nervosité. Arrête ta chaise. Les déplacements nerveux, les tournages les miens sont un peu courts, mais il y en a, ils tournent leurs cheveux. J'ai vu des gens replacer leurs lunettes, écoute, aux 4 secondes. Pendant la présentation durait comme 3 minutes. La personne a replacé ses lunettes, on a fait comme 45 fois, on les a comptées, on l'écoutait plus. C'est ça qu'on lui a dit à la fin, on a dit, arrête de replacer tes lunettes. Je comprends que c'est un geste qui est nerveux, mais c'est tellement distrayant pour l'auditoire qu'à un moment donné, je suis sûr qu'ils sont corrects, tes lunettes. C'était hallucinant. Les mouvements doivent être naturels. C'est des tics nerveux, là. Là, ça devient la manifestation de la nervosité. Et puis, évidemment, moins tu maîtrises ton sujet, moins tu maîtrises ta présentation, la fameuse structure, mon plan, mon objectif, c'est quoi que je vais atteindre, moins que tu sais où tu t'en vas, mais que tu fais juste venir réciter des informations devant un groupe, moins tu vas être confortable. Puis là, plus tu vas être nerveux, plus ça va paraître. Puis évidemment, tu ne développes pas ton assurance quand tu n'es pas bien préparé comme ça. Non, puis un peu de nervosité, c'est juste normal en présentation. Parce que tu vas avoir un bon impact. Au même titre qu'un athlète olympique, il va être nerveux dans une compétition. C'est l'adrénaline qui se bâtit pour l'aider à performer. En présentation, on vit le même phénomène. Fait que déjà, de se dire c'est normal d'être un peu nerveux, ça vient de changer toute notre perspective. C'est notre corps qui se prépare à se mettre en mode turbo et à performer. C'est bien. Si on bascule dans le trop nerveux, puis que là, on se met à vibrer parce qu'on est trop nerveux, puis là, on n'est plus dans les trucs de présentation virtuelle, mais c'est aussi vrai en présentiel qu'en virtuel. Là, on est dans le trop nerveux. Probablement qu'on manque de confiance, soit le contenu, notre structure, tout ça. Le truc, à ce moment-là, c'est même truc que les athlètes.
l'exercice physique brûle l'excès d'adrénaline. C'est pour ça qu'on voit les athlètes sur la piste de départ sauter, secouer les bras pour brûler l'excès d'adrénaline. Ils veulent garder l'adrénaline, pas trop. En présentation, c'est la même chose. Quand une présentatrice ou un présentateur me dit « Ouais, je suis zéro nerveux », d'habitude, 9 fois sur 10, ça veut dire que ça va être mauvais. Parce que trop de nonchalance ou de confiance en soi prétentieuse. Il y a des cas d'exception, mais en général, on a un petit peu des papillons dans le ventre. Plus l'enjeu de la présentation est élevé, c'est normal. C'est juste parce qu'on veut performer, on veut bien réussir. Une anecdote comme ça, je n'amenais pas de nom, mais à un moment donné, on a à TEDx un conférencier professionnel à qui on a demandé de faire une version dans le format TEDx d'un sujet qui, à mon avis, s'était pas bien préparé et qui passait en dernier parce que c'était comme un grand nom un peu. Alors donc, il a regardé les autres conférenciers passer avant lui et il a vu à quel point il était bien préparé. Et là, il est devenu hyper nerveux. Parce que là, il ne se sentait pas nécessairement à la hauteur. Et c'est ça, sa performance n'était pas à la hauteur non plus. Il a été déçu de son expérience. Parce que dans le fond, hein, tu peux décevoir l'auditoire, mais la première personne que tu déçois, c'est toi-même. Hein? Mais on a un scientifique de renom qui était venu sur la scène de TEDx Québec. Et c'est lui qui nous l'a conté après. Il dit, quand j'ai embarqué sur la scène, j'ai figé. Et il dit, eux autres, contexte scientifique, là, c'est des salles avec des néons. Puis là, il y avait un décorum. Il y avait une scène, un auditoire avec un auditorium en escalier, non pas une grande salle plate. Des lumières d'en face, ce qui fait que tu vois la moitié du monde, les caméras. Il dit là, c'est là que j'ai réalisé tout ce que vous me disiez, qu'on était ailleurs. Puis il dit, j'ai figé. Heureusement, bon, il y avait de l'expérience, il s'est repris, puis ça a bien été, là. Mais ça nous a fait réfléchir au niveau de la préparation des gens sur, écoute, monte sa scène avant, puis là, bien connaître son contexte de présentation, ça a un impact. Fait que nous, comme présentateurs, comme présentatrices, si on veut se faciliter la vie, connaissons le mieux possible le contexte, la place. Quand je vais dans des nouveaux endroits que j'ai jamais été, soit je vais voir sur le site web s'il y a des photos de la salle ou je demande des photos de l'environnement de la salle. Pourquoi? Quand je me prépare, je visualise la salle, la scène, l'auditoire. Si c'est des petites salles de réunion, l'enjeu est moins là. Des fois, je le fais pareil, mais des fois, je le fais pas pantoute parce que il y a moins d'enjeux quand il y a 4-5 personnes dans une petite salle de réunion pour une présentation. En virtuel, ben, ça m'amène à l'autre point, maîtriser la technologie. Première chose. Ça, c'est une chose qui m'agace sérieusement parce que justement, je fais des lives ici en studio puis on a des invités virtuels. Oui. Et souvent, l'ordinateur est trop désuet, ils ne savent pas utiliser leur caméra. Toi, comme conseiller, j'imagine que tu dois souvent, justement, faire mettre leur caméra en HD. Moi, j'ai vu des gens qui n'avaient pas de caméra. Ils ne savaient même pas qu'il y avait un mode HD sur leur caméra dans leur ordinateur. On voit, puis je fais attention. J'ai travaillé en technologie de l'information, en vente pendant 20-25 ans. Je comprends que j'ai un intérêt pour la technologie que tous n'ont pas, c'est normal. Il y a des gens qui travaillent dans des domaines, j'ai des entreprises en démarrage avec lesquelles je coach pour leur pitch, qui sont dans le domaine agricole. Pas des gens qui passent 8 heures par jour devant un écran. Ils sont dans le champ, sur le tracteur. Oui, ils comprennent la technologie. C'est des gens sont intelligents, mais ils ont moins d'habitude, ils ont moins de pratique, et je le comprends. Ils sont davantage mécaniques qu'informatiques, de façon. Oui, puis mais c'est encore étonnant. Il y en a qui ont des logiciels de gestion alimentaire de leurs animaux, puis de suivi, mais il reste qu'ils vont l'utiliser 15 minutes par jour. Ils ne passent pas 10 heures par jour devant la technologie. Fait ils ont une aisance, mais ils ne connaissent pas nécessairement toutes les fonctionnalités, puis je le comprends. Cela dit, quand tu es avec quelqu'un, puis qu'il ne sait pas comment partager son écran dans Zoom ou dans Teams, puis là, ça fait 2 ans que tu utilises Zoom et Teams, tu fais, écoute, à un moment donné, il y a un minimum d'efforts qu'on doit mettre pour comprendre, maîtriser la technologie. Aujourd'hui, bon, on utilise une plateforme qui était nouvelle, ben c'est sûr, j'ai été voir avant. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Notamment que, bon, on voit que le cadrage est particulier comme ça.
C'est un cadrage étroit. Donc, si je fais un partage d'écran comme je fais d'habitude, je sais que ça va couper ma face, puis on va voir juste la moitié de la diapositive. Bon, ben, on n'en fera pas. Hein? J'en ai fait pour te le montrer. Mais donc, tu dis, qu'est-ce que la plateforme peut faire? Est-ce que je peux faire un sondage? Est-ce que je peux faire lever la main des gens? Il y en a, tu peux lever la main virtuellement dans l'écran. Est-ce que c'est des choses que je peux faire? Qu'est-ce que la plateforme me permet et qu'est-ce qu'elle ne me permet pas? Ouais. C'est quoi ces limitations? Ouais. Oui, puis l'idée, c'est jouons avec avant. Si j'ai une présentation à faire, puis je sais que je vais vouloir partager mon écran, mais je vais aller voir avant comment ça marche. Pour pas découvrir ça devant l'auditoire, parce que là, je suis stressé, les gens me regardent, les gens attendent, puis quand on se met de la pression sur les épaules, on réfléchit pas beaucoup moins bien. Fait que, va jouer avec avant, trouve comment, là, je parle du partage d'écran, mais c'est se mettre sur mute ou pas mute ou changer de micro. Je vois des gens qui ont un casque, voyons, le son est bien mauvais. Puis tu te rends compte que c'est le micro de l'ordinateur qui marche et non pas le micro du casque parce qu'ils savent pas comment changer le micro. Je comprends. Le jour 1, je comprends que tu le sais pas. Moi, le premier, quand j'arrive sur une nouvelle plateforme, premier client qui m'a dit, bon, ben, on va faire ça dans Google Meet. J'ai jamais fait de présentation dans Google Meet parce que la plupart de mes clients, c'est Zoom, c'est Teams. Bon, ben, qu'est-ce que tu fais? On s'en va sur Google Meet, puis on joue avec la plateforme. Est-ce que je suis capable de faire telle chose, telle chose, telle chose? Non. Ça, oui, ça, non. OK. À partir du moment où tu comprends ce que tu peux et ne peux pas faire, et surtout, comment le faire, bien, ça te donne l'aisance parce que la technologie ne devient plus un obstacle pendant ta présentation. Parfait. Mais merci beaucoup, Denis François. C'est un épisode intéressant. On va sûrement revenir sur d'autres facettes de ce sujet-là dans les futurs épisodes. On n'a pas parlé d'interactivité, d'adaptation visuelle, exactement. de partage d'écran. C'est un sujet qu'on va pouvoir explorer davantage. Alors, ben écoutez, n'oubliez pas de vous inscrire au balado Les Grandes Idées pour faire ta marque si vous voulez rester au fait des prochains épisodes. Merci de votre fidèle écoute. J'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a intéressé. Je vous invite au prochain épisode et j'espère que vous allez aussi vous informer si jamais vous voulez créer, produire un podcast vous-même. Vous avez des idées pour un podcast, allez au studio Cinequinox, sur le cinequinox.com qui commandite notre podcast et vous allez pouvoir prendre contact avec nous, voir les informations sur les services qu'on offre au niveau de la production de podcasts et de d'autres contenus pour le web. Alors, il me fait plaisir encore une fois de vous avoir retrouvé pour cet épisode et je vous dis merci et à la prochaine. Au revoir.